on parlait avec l'enfant et non à l'enfant, une piste éducative précieuse en contexte de confinement. Les enfants sont connus, sont réputés, finalement, avant d'être connectés aux écrans, d'être connectés à leurs parents ou aux personnes qui s'occupent d'eux. Le lien affectif est tel que ce que ressent l'enfant, le parent ou l'éducateur le ressent, en est l'écho en quelque sorte, ce que ressent le parent ou l'éducateur, l'enfant l'éprouve également. De sorte qu'il y a une communication sensible, une communication de sensibilité entre l'enfant et la personne qui s'occupe de lui. Donc, cette période de confinement est bien sûr une période d'anxiété majeure pour les parents qui ont peur pour eux, mais qui ont peur aussi pour leurs enfants, peut-être encore plus d'ailleurs que pour eux-mêmes. Les éducateurs différemment, mais leur rôle de protection les amène à être sensible à ce à quoi l'enfant dont il s'occupe est exposé. En même temps qu'ils sont eux-mêmes anxieux pour eux-mêmes ou pour leur propre famille. Enfin, vous voyez là qu'il y a quelque chose comme ça, une sorte de porosité des frontières possibles qui connecte l'adulte à l'enfant et l'enfant à l'adulte du côté de la peur, du côté de l'anxiété, du côté de la menace est à l'extérieur et pourrait très bien arriver à l'intérieur. Alors ça altère le rôle éducatif du parent ou de l'éducateur, c'est-à-dire qu'il y a un adulte inquiet, légitimement inquiet, et puis il y a un parent, un père, une mère, un éducateur, une assistante familiale dont la fonction est, au-delà de cette inquiétude personnelle, subjective, dont la fonction est de rassurer un enfant. Alors rassurer un enfant, ma foi, c'est ce que tout le monde sait faire un petit peu intuitivement, en lui donnant quelques bonnes paroles, en lui disant ceci, en lui disant cela, d'autant plus que il est désormais à peu près acquis qu'il n'est pas inutile de parler à un enfant, de lui expliquer la vie. Des fois même, on considère qu'il vaut mieux lui dire la vérité sur toute chose plutôt que de l'en préserver. Moyennant quoi, alors ce qui est tout à fait discutable, je crois, c'est mon avis, dans la mesure où il n'y a pas de règle générale. C'est-à-dire qu'il y a des enfants à qui il est utile de dire les choses, d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un virus, comment est-ce qu'on peut être atteint, pourquoi est-ce que les enfants ceci, etc. Et pourquoi papa s'inquiète et pourquoi maman s'inquiète. Enfin, il y a des enfants curieux. Et il y a des enfants qui, au contraire, dirais-je, ont besoin qu'on les préserve de ça, d'être à l'écart de ça. C'est-à-dire qu'à chaque enfant, ces mécanismes de défense qui vont le mettre à l'abri finalement alors de quoi? Eh bien d'être submergé par l'inquiétude, par l'angoisse, par la peur de ceci et de cela, et en premier lieu peut-être d'ailleurs l'inquiétude qu'ils ont pour l'inquiétude des parents. Donc la question de parler à un enfant, c'est se poser la question, je crois, de qu'est-ce que l'enfant a besoin qu'on lui dise, c'est-à-dire de s'entendre dire qu'est-ce que cet enfant-là a besoin qu'on lui dise pour être à peu près rassuré. Et ma foi, il n'y a pas deux enfants qui sont semblables de ce point de vue-là. La connaissance de l'enfant va participer, connaissance fine de l'enfant va participer du choix éducatif que l'on va faire, de lui dire entre guillemets la vérité, si tant est qu'il y en ait une, ou au contraire de lui raconter une histoire. Une autre dimension de ce dialogue-là, eh bien, c'est que, enfin, disons en passant qu'il n'y a pas lieu de submerger l'enfant de discours. On parle beaucoup aux enfants, des fois presque trop, de sorte que certains vont pouvoir dire, particulièrement à l'adolescence, ça me prend la tête. Et assez justement, il y a une sorte d'envahissement de la parole du parent, du père, de la mère, de l'éducateur des fois, qui en fait, en parlant à l'enfant, ne fait que se rassurer lui-même au bout du compte, et l'enfant le perçoit très très bien. Une autre dimension, c'est que finalement,
un enfant, un adolescent n'est pas bien sûr sans se construire sa petite idée de ce qui se passe, sur ce qui se passe, c'est-à-dire avoir une forme de petite autonomie pour l'enfant et de grande autonomie pour l'adolescent, d'apprécier la situation, d'avoir un avis même, et pour les adolescents, de construire une théorie là-dessus, y compris, pourquoi pas, une théorie du complot. Donc, il s'agit à ce moment-là, puisque peut-être les mieux placés pour savoir qu'est-ce qui les soutient eux-mêmes, ce sont les sujets eux-mêmes, eh bien, il s'agit à ce moment-là d'être à l'écoute de ce que l'enfant a à dire, de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense. L'activité de symbolisation est fondamentale. C'est ce qui nous rend humains, finalement, du premier cri jusqu'à la théorie scientifique la plus élaborée. Nous passons notre vie à nous raconter des histoires, pourrait-on dire, à les élaborer, à les construire. Ça commence par le cri pour le petit bébé, mais très vite ce sont les fantasmes, les rêves, les jeux, les histoires qu'on se raconte au moment de se coucher, mais les histoires qu'on raconte à l'autre aussi. Enfin, très vite les enfants se font des théories sur la vie, alors des théories qui sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire que l'enjeu à ce moment-là pour l'adulte, c'est d'avoir les oreilles qu'il faut pour pouvoir supporter la théorie que l'enfant va construire sur ce qu'il vit, c'est-à-dire pour accueillir ce que l'enfant ou l'adolescent a à dire de ce qui lui arrive. Il s'agira à ce moment-là, assez inévitablement, de ne pas le juger, voire de ne pas le contredire, encore que les adolescents aiment bien être contredits pour pouvoir contredire à leur tour. Non, il s'agit d'accueillir finalement les modes d'expression singuliers que l'enfant va pouvoir produire dans un dessin, dans un jeu, et toutes les occasions finalement sont bonnes, avec 2 bâtons ou simplement une paire de ciseaux et une feuille et quelques crayons, pour pouvoir raconter, pour donner la possibilité à un enfant de raconter ce qui lui arrive, de raconter ce qu'il pense, c'est-à-dire ce qu'il éprouve, et de transformer cet éprouvé-là en pensée, en imagination, en rêve, en fantasme. Voilà toute une liste de choses assez ordinaires et presque banales, mais il y a des banalités qui vaillent d'être méritées et d'être rappelées à cette occasion.